oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous regarder, le Grand Talk. Toutes les excuses pour le retard avec lesquels on démarre ce numéro. Il y a André Bois sur le plateau. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. C'est vrai que nous sommes sur Abidjan avec son temps de plus en plus maussade. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice, comment tu vas? Ça va très bien. Super. Ça va? Ça va super bien. Génial. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Ça va. Très très bien. Alors, amis, pris par le temps, nous allons évoquer le premier point. Je vous le disais en préparation de l'émission. Bien sûr. Pour nos téléspectateurs, on évoque la 123e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est achevée le dimanche 4 juin dernier par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse de Daloa, donc nouveau président de la conférence épiscopale. À cette occasion, l'évêque a tenu un discours qui a été diversement interprété. Et sur le plateau, justement, Alain, vous avez suivi le discours de Monseigneur Marcelin Yao Quadio. Comment vous l'avez, vous, à votre niveau, interprété? Je vais faire court. Écoutez, déjà, le premier commentaire ou l'observation que je fais est que la relation entre l'Église et la politique est une relation toujours difficile, comme une sorte d'amour impossible. Voilà, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une forme de compétition, que la foi chrétienne, elle est porteuse d'espoir, de transformation, de changement, tout comme l'acteur politique aussi qui veut œuvrer à cela. Alors, les propos qu'il a tenus ne m'ont pas particulièrement choqué, d'autant qu'il a balayé, selon sa vision, les problèmes qui minent le monde, l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Il a évoqué la situation de l'Afrique, un continent qui est pillé par les puissances occidentales, en donnant l'exemple de la RDC. Il a parlé de la situation d'une jeunesse africaine et ivoirienne en perdition face à des maux comme le chômage et la mauvaise formation. Et enfin, il a dénoncé des problèmes que nous connaissons, notamment la corruption et la captation de certaines richesses par certains acteurs économiques et politiques. Je pense que c'est juste une photographie d'une situation qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais qui concerne un bon nombre de pays africains. Pour ma part, moi, j'aimerais citer Martin Luther King qui disait que toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes socio-économiques et politiques de la société qu'elle vit n'a pas de raison d'exister. Donc, je comprends que Monseigneur soit dans son bon droit de critiquer, de dénoncer l'état de la société. Mais par contre, là où les propos j'avoue que le sujet de la religion, c'est un peu délicat. J'aurais voulu que le prêtre, Monseigneur, en fait, puisse le dire d'une autre façon quand on sait la situation socio-politique que nous vivons actuellement, quand on sait que c'est très surchauffé. On a eu l'impression de voir, en fait, un membre de l'opposition en train de tenir un meeting dans un agora ou autre. Mais j'avoue que c'est son plein droit. Pour moi, Monseigneur devait plutôt prôner la paix, prôner l'amour, prôner la cohésion, parce que même si les politiciens, selon lui, même s'ils portent des antiballes au-delà de ce qu'ils disent, je pense que lui, en tant qu'homme de Dieu, il aurait pu prêcher l'amour comme il s'est fait un peu partout, comme Jésus-Christ le faisait avec ses apôtres. Ça, c'est mon avis. Non, mais vous citez Jésus-Christ, attention, Daouda. Jésus-Christ, souvent, il a dénoncé certaines choses. Oui, mais bon. Mais c'est pas ça, Daouda. La question que je vous posais, c'est que vous évoquez une comparaison entre Monseigneur et un membre de l'opposition. Expliquez-moi, définissez un peu cette comparaison-là. Non, parce que je le dis parce que pour ce que j'ai pu voir dans la vidéo, oui, le ton qui a été utilisé, la caricature qui a été mise en place, le sarcasme avec lequel ça a été dit, je veux dire, regardons la situation sociopolitique actuellement. Ce n'est même pas différent, même pas un iota du discours d'un membre de l'opposition, en fait. Moi, je me dis que le Monseigneur l'a mal dit. Il pourrait le dire, mais d'une autre façon, en prenant l'amour, en prenant la réconciliation et en prenant la paix. Alors, je ne sais pas, j'allais vous mettre à l'épreuve de cet exercice-là. Comment on arrive à dire que les gens aujourd'hui sont victimes d'un certain nombre de choses avec de l'amour? Je ne sais pas. Mais Brice... Bon, alors, je vais passer à André. Je reviens à vous. Non, mais comme tu as posé, je vais le dire. Oui. Je ne suis pas Monseigneur, je ne suis pas allé à l'école des pasteurs ou des prêtres pour parler de paix et d'amour. Mais quand vous... Oui, André. Non, mais enfin, pour être un peu, pour partager un peu l'avis de Daouda,
Non, moi je pense que c'est un exercice auquel nous nous adonnons qui est quand même pas évident, mais où je vais partager l'avis de Daouda, c'est que les propos d'un pasteur sont toujours des propos Un prêtre, en l'occurrence. d'un prêtre, mais un bien pasteur, puisqu'il accompagne le troupeau de Dieu. Et c'est vraiment de faire en sorte que voilà, il n'y ait pas des interprétations qui pourraient, j'allais dire, mettre de l'huile sur le feu. Donc là, en l'occurrence, Daouda évoque une question qui me semble assez intéressante, c'est de savoir est-ce que les propos ne peuvent pas prêter à confusion. Puisque vous voulez des exemples, moi je pense que je suis d'accord avec Alain, je pense qu'il est dans son exercice. L'Église est aussi là pour faire avancer socialement la société, mais parfois il faut faire les choses aussi avec des pincettes. Parce que quand on veut critiquer, par exemple quand on dit il y a la croissance dans le pays et que est-ce que tout le monde en bénéficie, mais vraiment, c'est le rôle de l'Église. Mais nulle part dans le monde, excusez-moi, tout le monde bénéficie pareillement des fruits de la croissance. Donc je pense qu'à un certain moment, certains peuvent interpréter ça comme une attaque en règle du pouvoir. Et c'est là où l'exercice que nous faisons est très difficile. Parce que nous tous, on reconnaît que la distribution de la richesse n'est vraiment pas équitable. Mais comment on en parle quand on est prêtre? C'est là où je trouve que ce que Daouda dit est intéressant. Je pense qu'Alain veut réagir là-dessus et ça va être intéressant. Moi, je pense que ce n'est pas une critique de ce pouvoir en particulier. C'est, comme on dit, la gouvernance que connaît notre pays, par exemple, depuis 3-4 décennies, qui est mise en relief dans son propos. Quand il parle de la prostitution, quand il parle, par exemple, du détournement des deniers publics. Bien sûr, de prévarication. Exactement, parce que... de l'économie à deux chiffres que les gens ne voient pas. Si l'homme de Dieu a fait vœu de chasteté, il n'a pas fait vœu d'hypocrisie. Et dénoncer ces choses-là, ce sont aussi l'expression, c'est aussi l'expression des messages que les fidèles viennent rapporter parce qu'ils sont au contact quand même de la population. Mais monsieur Alain, moi j'ai appelé des hommes de Dieu, j'ai appelé des hommes de Dieu, des prêtres et autres, même des gens de l'Église catholique, mais qui sont gênés par les propos de Monseigneur. Bon, je ne sais pas. Qui sont gênés, moi. Est-ce que c'est la première fois qu'un homme... Non, ce n'est pas la première fois. Parce qu'il y a les propos de Monseigneur Couton, on se rappelle. On a eu aussi il y a eu Monseigneur Lézou. Même il y a eu l'imam qui a parlé. Ceux qui ont été gênés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, ils estiment qu'ils ne devraient pas dire ça comme ça. Non, moi, je comprends pas. Enfin, il n'y a pas 10 000 façons de dire que on a, c'est vrai, une population qui est certes aisée, mais il y a aussi une autre partie de la population qui est en souffrance, qui est confrontée à des problèmes sociaux. Non, mais tout ça, on a l'évêque d'Odiéné qui est assez connu, qui est maintenant, enfin, qui n'est plus de ce monde, mais qui avait aussi, en son temps, dénoncé l'achat des examens et concours. Est-ce que vous pensez que le dire, c'est être adversaire ou opposant au gouvernement? Il faut aussi faire preuve de... Non, moi, là où je dis... Finalement, j'ai le sentiment qu'on dit la même chose. Bien sûr. Parce qu'à un certain moment, il ne s'agit pas de dire que le prêtre n'a pas le droit de dire des choses. Mais on pense qu'il n'a pas le droit non plus de le dire comme le ferait un acteur politique classique. Parce que c'est important quand même c'est important de ne pas donner le sentiment à celui qui tient le pouvoir que vous faites le jeu de son adversaire. Voilà, moi je pense qu'il y a un principe de réalité que doit avoir le prêtre, mais ce principe-là doit être édulcoré par une forme de sagesse spirituelle ou religieuse. Oui, mais au-delà, si vous permettez, ce que je veux dire, c'est que, au-delà de ce que tu es en train de dire, il faut regarder le contexte politique. Pas plus tard qu'hier, vous et moi et Olivier, on parlait de troubles qui sont en train de se perpétrer aujourd'hui dans le Boronou. Et on sait qu'il y aura plus ou moins de violences. Donc quand tu tiens ce genre de discours en tant qu'homme de Dieu, et quand on sait l'exemple qui s'est passé au Congo, parce que, prenons l'exemple au Congo, quand l'Église catholique est sortie, mais le pays a pratiquement failli partir à feu et à sang, parce qu'il y avait deux camps, quand on sait que la religion cristallise les débats. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Daouda, revenez un peu sur terre. Non, je suis sur terre avec vous, ne vous inquiétez pas. Et vous pensez vraiment que ce sont les propos, cette photographie-là de la situation en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui vont mettre le feu, comme on dit, à la situation, aux poudres? Mais vous savez que la religion, c'est très dogmatique. Non, là, ce sont des raccourcis. Arrêtez un peu avec vos clichés, la religion, ceci, cela. On est dans un débat à la télévision, essayons de dire des choses et n'allons pas sur des chemins qui pourraient effrayer ceux qui nous regardent. Il a parlé de divinités politiques, c'est-à-dire de personnages politiques qui ont privatisé le pouvoir. Il ne met pas en cause le chef de l'État. Il parle de ses entourages CES.
de ses entourages qui, depuis 4 décennies, ont préempté l'espace public. Mais il aurait pu aussi Voilà, le dire ont des intérêts économiques. en disant depuis Détourne, des décennies. s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Non, mais je ne vais pas mettre le mot dans sa bouche. Moi, ce qu'il a dit était tellement clair que j'ai compris. D'accord. Il n'indexe pas un pouvoir en particulier. Il parle d'une manière de gouverner qui ne sert pas le peuple. Et le dire, je pense que c'est courageux. Alors, justement, pour revenir à un pouvoir, eh bien, le gouvernement s'est exprimé par la voix de son porte-parole lors de la tenue du Conseil des ministres, à la faveur de la tenue du Conseil des ministres. Le porte-parole Oui, du le gouvernement porte-parole a estimé s'est exprimé. Il a dit que le Monseigneur avait déjà clarifié les choses puisqu'il disait qu'ils sont dans 2 mondes différents. Dans son monde, tout est noir. Mais lui, dans son monde, il y a des routes qui sont là, il y a des ponts qui sortent des terres, il y a des universités. Et donc, partant de ce principe-là, il a expliqué qu'il ne peut pas dans 2 mondes différents. Quand il parle, par exemple, de la prostitution aujourd'hui, qui est un mal qui mine notre société, vous pensez que là, il fait de la politique? Oui, mais moi, je me permets de répondre. Non, mais ce serait bien qu'il me réponde. Mais si, mais moi, je vais donner la réponse. Monsieur Daouda, Pour moi- répondez. Non, Daouda va sans doute répondre, mais pour permettre quand même au débat encore d'être aussi animé. Moi, je pense qu'il est dans son rôle, on n'a pas beaucoup de... Il est dans son rôle de parler des situations générales qui concernent la vie des humains, la façon dont, à ce moment, on est au-delà de la morale. Mais moi, je pense que dans son discours, il doit quand même faire attention à ne pas, par exemple, là on le voit avec la réaction du porte-parole, à ne pas donner le sentiment à ceux qui tiennent le pouvoir, et j'insiste là-dessus, qu'il a une dent contre eux. Parce qu'évidemment qu'il y a toujours des failles ou de la mauvaise gestion qui est associée quand même à quelqu'un qui est au pouvoir. Alors, je vais juste prendre André au mot rapidement. Alain. Il y a quelques mois, un imam à la mosquée de la Rivera Golf, devant le chef de l'État, dénonçait ceux qui sont milliardaires sans travailler. Et qui ajoutait que la corruption était un problème dans notre pays et qu'il fallait mettre fin à cela. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de propos moi, je pense devant les plus hautes autorités? Mais c'est pour ça que Est-ce que c'est un discours dirigé contre le président de la République? Non, je pense qu'on Très bien, doit... j'ai bien compris, s'il vous plaît, tous les deux, messieurs, tous les trois. On a bien compris. Ça va être court, hein? Oui, je sais, ça a été court tout à l'heure. J'ai bien compris que vos avis sont différents sur la question et je crois que c'était le cas d'évoquer Brice, vous nous ce point. empêchez de débattre, c'est tellement passionnant. Hein? André allait me répondre. Très bien, là. Alors, justement, Moi, j'allais vous répondre. vous aurez le temps de le faire tout à l'heure. Alors, je reçois avec beaucoup de plaisir pour la suite Mme Laetitia Gounaël Kona, elle est directrice de la lutte contre la corruption, justement. Quelle loi parle de lutte contre la corruption? Et de cette synergie d'action autour de la question, eh bien, est-elle possible? On en parle avec Mme Kona. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Nous évoquions il y a quelques jours sur ce plateau-là différentes plateformes avec également comme leitmotiv la lutte contre la corruption. J'ai vraiment l'impression, moi c'est la première question, c'est vraiment l'impression que tous ces efforts-là produisent des fruits sur le terrain. Parce que quelqu'un s'en plaignait sur le plateau. Oui, effectivement, les efforts payent. C'est pour ça aussi, on va dire que pourquoi je suis venue pour le forum, c'est justement grâce aux différentes réformes qui ont été faites, grâce à certaines actions du président de la République, que la Côte d'Ivoire aussi a été choisie pour abriter ce forum qui aura lieu la semaine prochaine, du 14 au 16 juin. Et il faut préciser en fait que c'est la première fois que le forum se fait en Afrique. Généralement, le forum, il était fait aux États-Unis ou ailleurs. Ou ailleurs. Donc, après, on aura le temps de... On est d'accord. Vous avez pu nous parler du forum. Je pense Oui, que voilà. le forum, son objectif, c'est qu'il y ait moins de corruption. Donc, parlons vraiment du contenu. Et ce que Brice a dit, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, Ivoiriens, Oui. bien engagés? Est-ce que notre méthode est une méthode qui peut nous donner des résultats plutôt efficients, comme semblait poser la question Brice? Enfin, oui, je pense, puisqu'on a fait pas mal de réformes. Et il y a le ministère qui a été créé il y a 2 ans. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Peut-être on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses. Et on peut penser qu'on ne fait pas des choses, mais la lutte contre la corruption est une course de fond. Donc, il faut baliser, il faut mettre les choses en place. Et je pense que les actions qu'on a mises sont visibles. Comme la dernière fois quand j'étais venue, on avait parlé du classement, où on a gagné 5 points au niveau du classement. Là, on est noté 99e sur 680 pays. Donc, ça veut dire qu'on vient de loin, au fur et à mesure, on évolue. Donc, du coup, les actions sont visibles. Mais malgré ces évolutions-là, on a Monseigneur qui dit que la corruption est le cancer de la société ivoirienne.
Qu'en pensez-vous? Enfin, la corruption et le cancer, partout. La corruption, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, elle est mondiale en fait. Donc du coup, tout le monde, dans tous les pays, il y a la corruption. C'est pour ça qu'ensemble, justement, on doit se mettre ensemble pour échanger les bonnes pratiques et voir comment on peut réduire la corruption. Parce que la corruption, elle existe depuis des années, des siècles, elle ne va pas disparaître, mais c'est de réduire la corruption, l'objectif en fait, de manière drastique. Voilà. Alors, moi, bravo pour ce que vous faites, mais bon, j'avoue que j'attends avec beaucoup d'impatience les résultats. Oui. Parce que, par exemple, au niveau de la passation des marchés publics, on a l'impression que les règles ne sont jamais respectées. Comment faites-vous pour rappeler à tous ceux qui sont les acteurs économiques et même politiques, donc ceux qui décident, les amener à respecter les règles du jeu? Comment faites-vous? Parce qu'on a toujours connaissance, on a des informations, il y a eu tel marché, ça a été donné de gré à gré, alors qu'il y a des limites qui sont fixées. Comment faites-vous? Parce que c'est un défi. Comment faites-vous? Quand vous parlez de qu'est-ce qu'on fait, vous parlez du ministère ou vous parlez de... Oui, vous, votre action pour Nous, au niveau du pour ministère, que nous ceux sommes... qui sont les acteurs, excusez-moi, politiques et économiques respectent les règles du jeu. Bon, déjà, il y a un code de passation des marchés publics. Et nous, au niveau du ministère, nous sommes un ministère, en fait, on est là pour sensibiliser, pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc, nous, on n'a pas d'action coercitive et tout ça. Donc, du coup, ça, je l'ai déjà expliqué. Très bien. On est là pour sensibiliser. C'est la sensibilisation qui va permettre, en fait, à tout un chacun de comprendre les impacts négatifs de la corruption sur l'économie du pays. Donc, à force de répéter, comme on le dit toujours, la répétition est pédagogique. Donc, à force de répéter, les choses vont changer. Mais vous êtes dans la pensez. sensibilisation, mais Oui. finalement, s'il n'y a pas de moyen de coercition, Mais ça existe. Ça existe, mais c'est Mais pas à voilà, ce niveau. c'est pas exactement, c'est pas à mon niveau. mais pourquoi vous ne cherchez pas à récupérer cela, Mais finalement? c'est pas moi qui fais les lois, c'est pas moi qui crée les question. ministères. Donc du coup, je peux pas. je peux On pas- évoque avec vous le Forum international de l'Alliance anticorruption du groupe de la Banque mondiale. Et on va évoquer surtout l'opportunité pour la Oui, Côte d'Ivoire d'abriter exactement. un tel forum. Ben, en fait, abriter ce forum, déjà, c'est une première en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie par rapport aux efforts qu'on a faits, par rapport à l'ouverture du pays, au développement du pays. Et c'est une opportunité pour nous parce que ça nous permet de montrer en fait, à tout le monde ce qu'on fait. Parce quand on est en train de faire bouger les choses et aussi qu'on veut que tout change. Ça, c'est notre souhait à tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, les gens vont arriver. On va leur montrer aussi ce qu'on sait faire. Ouais. Parce qu'on ne voit pas, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais on va voir qu'on a des experts nationaux. Il y a des personnes qui sont compétentes et qui bossent au quotidien en fait, dans la lutte contre la corruption. Alors, vous avez dit, on ne voit pas ce qu'on fait. Ouais. Du coup, c'est bien qu'on abrite ce forum, parlons-en, parce que Brice Oui, nous voilà. dit, revenons au forum, mais il se trouve quand même que on se pose la question, qui sont ceux qui vont participer au forum, mais du côté ivoirien. Enfin, voilà, monsieur Koné, qui est à Boundiali ou ailleurs de Côte d'Ivoire, qui fait partie du petit peuple, Oui. effectivement, il ne voit pas. Est-ce que cette occasion va lui permettre de voir ce qu'on fait? C'est ça aussi souvent la question qu'on se pose. Ou bien ce qu'on a coutume de voir ces derniers temps, c'est qu'il y a 10 personnes qui se retrouvent dans une salle pour évoquer un forum, entre connaisseurs, ils prêchent à des convertis, et puis au sortir de cela, tout le monde est content, il prend son avion, il part chez lui. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, le forum en fait, va regrouper 300 experts. Ah. 200 experts qui vont venir de l'international. Évidemment que Salifou, c'est pas Salifou connaît l'autre à Boundiali n'est pas un expert. Non. Il ne viendra pas. Même Voilà, s'il c'est subit ça. les offres du. Et il y aura 100 experts du pays. Mais c'est des personnes qui travaillent au quotidien, en fait. Ouais. C'est une alliance, en fait, de praticiens de la lutte contre la corruption. Donc, ce qui fait que rencontrer d'autres praticiens va nous permettre d'avoir les bonnes pratiques, de comprendre et nous aussi de partager. Et c'est surtout ce partage-là qui va nous aider, en fait, à revoir peut-être notre façon de fonctionner ou de sensibiliser. Et donc, du coup, on a des personnes qui viennent de 113 pays. Donc, ça veut dire, ça montre bien que la corruption ne vient pas que de la Côte d'Ivoire. Ça vient de partout. Donc, si par exemple, on peut rencontrer par exemple, des gens de l'Amérique latine qui ont des problématiques peut-être sensiblement pareilles que nous, comment ils y arrivent. Donc, du coup, c'est ces échanges-là, en fait, qui vont nous permettre effectivement de pouvoir aussi, nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, pouvoir grandir et faire évoluer les choses dans la lutte contre la corruption. Très bien. En tout cas, on va rappeler la date de la tenue de ce forum, C'est du 14 au 16 juin, 14 et 16 juin. Ça sera où? au Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. Très bien. Merci. Un mot à ajouter, madame? Pardon? Un dernier mot? J'ai quelques secondes avant d'aller au JT. Ok, en fait, je vais dire, en tout cas, c'est une belle opportunité pour nous et nous sommes contents de recevoir le forum et on espère que tout se passera bien et que les praticiens vont arriver aussi, ils vont découvrir aussi un beau pays et que la Côte d'Ivoire est un joli pays, donc du coup, ce serait l'occasion
pour les différentes personnes de venir et nous aussi d'apprendre aussi. Parce qu'on vient aussi tous apprendre et puis en fonction de ça, on va faire évoluer les choses. Et surtout, in fine, à retenir que tous ces efforts-là, toute cette énergie-là, c'est pour faire reculer la corruption. Voilà, le forum aussi est engagé aussi dans la lutte contre la corruption au niveau des femmes, que les femmes aussi puissent être actrices de la lutte contre la corruption et les jeunes aussi. Très bien. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Laetitia Brunel-Conan. Je rappelle que vous êtes directrice de la lutte contre la corruption. On va marquer une pause. Et juste derrière, nous serons pour la deuxième partie avec notre invité, c'est le ministre des Transports, M. Amadou Koné, qui nous rejoindra sur le plateau des Grands Talks à tout de suite. Je suis en compagnie sur le plateau d'André Bois, de Daouda Koulibaly, d'Alain Toussaint. Et je rappelle que vous nous regardez sur les canaux 206 du Bourg Canal+, et numéro 6 de la TNT. Nous sommes en compagnie de M. le ministre des Transports, M. Amadou Koné. Merci, bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Alors, je vais vous parler de ma voisine qui a entendu que la Côte d'Ivoire se dotait d'un nouveau système de plaques d'immatriculation. Et la première question, elle m'a demandé pourquoi. Quelles sont les motivations de cette innovation, M. le ministre? Merci beaucoup. Je me souviens que je crois que ce plateau a été le premier à me recevoir quand j'ai été le président de la République et le Premier ministre Amadou Koulibaly donc m'ont fait l'honneur de me désigner comme ministre des Transports, de me nommer comme ministre des Transports. Et je me souviens à cette époque que nous allons faire beaucoup de réformes et qu'au nombre de ces réformes, je crois que c'était à la suite d'une visite que j'avais faite au guichet unique, au nombre de ces réformes, donc il y avait la question de l'immatriculation des véhicules. Donc c'est annoncé depuis plusieurs années maintenant. Deuxième chose, évidemment, cela repose sur une réalité que nous constatons sur les routes, et puis une réalité que j'ai constatée à l'occasion de cette visite que j'ai effectuée là-bas. Sur les routes, vous avez beaucoup de voitures qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. La première semaine dans laquelle nous avons donc lancé la mise en œuvre de la stratégie de sécurité routière où Abidjan s'est vidé. On a vu les queues qu'il y avait devant donc, les différents centres d'immatriculation. Deuxièmement, on a constaté que beaucoup de personnes propriétaires de véhicules étaient détenteurs de reçus, donc qui ont payé et qui ne pouvaient pas disposer des plaques d'immatriculation, c'est un fait. Et moi, je découvre là-bas, quand j'y vais, qu'on n'a pas de système d'immatriculation. C'est deux choses, plaque et système. Le système d'immatriculation, c'est un système informatique. Il n'y en avait pas. On a une base de données sur les cartes grises, mais on n'a pas de base de données sur les immatriculations, sur les plaques d'immatriculation. Deuxièmement, on sait rentrer donc mettre un véhicule en circulation avec tout le processus qui se fait au guichet unique. On ne sort pas les véhicules donc, du parc auto. Quand votre véhicule est cassé, nullement il n'existe quelque part où donc la carte grise est écrasée. C'est ça. Donc, statistiquement, on a un gros problème. On ne peut pas vous dire à ce jour quelle est la taille du parc automobile ivoirien. Impossible donc de faire de statistiques fiables à partir d'études fiables, de faire de la programmation juste à partir du moment où tout ce qui est dit est fait sur la base donc de projections réalisées parfois par la Banque mondiale à l'occasion de travaux où on fait des comptages de véhicules, on fait des extrapolations pour dire le parc auto ivoirien, c'est tel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des véhicules qui circulent à Abidjan avec des plaques. Aujourd'hui, vous avez des véhicules qui circulent sans plaques. Oui. Pas parce que les propriétaires ne veulent pas donc, faire les plaques. Vous avez des véhicules, à l'occasion de la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, vous avez des véhicules différents qui ont le même numéro de plaque d'immatriculation. Mais, monsieur le ministre, permettez-moi vraiment de vous interrompre là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par un meilleur fonctionnement du système actuel? C'est-à-dire pour comprendre, justement, est-ce qu'il fallait peut-être créer une base de données beaucoup plus fiable d'abord, avant de penser à changer physiquement cette plaque d'immatriculation, cette plaque minéralogique et son système? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être commencer par là? Parce que peut-être vous ne percevez pas, c'est que
c'est deux choses qui vont ensemble. Ouais. C'est la base de données, le traitement informatique qui permet de générer automatiquement le numéro d'immatriculation. Et c'est quand vous avez généré automatiquement ce numéro d'immatriculation qu'on peut vous éditer la plaque. L'édition de la plaque d'immatriculation, tout ça, ce n'est pas ce qui est compliqué. C'est la base de données. Donc, c'est deux choses qui nécessairement vont ensemble. L'une est donc la résultante de l'autre. Je ne sais pas si vous suivez, mais... Bon, moi, en fait, ce que je veux comprendre dans cette histoire de plaque, finalement, comment ça va marcher? Parce que moi, j'ai mon ancienne plaque qui est encore bleue. Elle est toute belle parce que j'ai passé 6 mois avant de la voir. Donc, est-ce que je dois courir pour aller prendre la nouvelle là, qui est un peu blanche, là, maintenant? Vous n'êtes pas obligé, sauf que je constate, moi-même j'ai fait pareil, hein. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui approchent nos services et qui veulent eux-mêmes changer leur plaque. Eux-mêmes veulent changer leur plaque. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faudra néanmoins que votre véhicule donc, existe dans notre base de données comme étant votre véhicule et que le numéro qui est attribué à votre véhicule est un numéro qui est attribué à votre seul véhicule. Ça, on sait le faire. On le fait d'ailleurs dans le cadre de la vidéo-verbalisation pour ne pas trahir un secret, parce que tout ceci nous a permis aussi donc, d'avoir plusieurs cas donc, qui sont traités, d'avoir aussi et de sensibiliser, de mettre en place un système de mutation beaucoup plus accéléré. Vous savez, parfois, on a des situations même parfois dramatiques. Moi, mes services sont régulièrement saisis par le bureau du procureur. Il y a des gens qui décèdent. Et puis, le véhicule dont ils sont supposés être le propriétaire ne peut même pas être transmis. C'est ça. Parce que ce n'est pas à leur nom. Ce n'est pas à leur nom parce que celui qui leur a vendu le véhicule en temps a disparu aussi. Il arrive à beaucoup de nos compatriotes d'acheter des véhicules et puis le vendeur traîne les pas pour aller faire la mutation. Vous avez un véhicule qui est au nom de quelqu'un d'autre. L'autre, il n'a pas le temps parce que bon, les procédures sont complexes. Il faut qu'il vienne pour des empreintes, avec sa carte d'identité, ainsi de suite. Donc, il fallait travailler à simplifier tout ceci. Donc, c'est tout ce travail-là qui nous permet aujourd'hui donc d'arriver à ce que nous sommes en train de faire. Moi, le cas pratique, monsieur le ministre, concernant ces histoires de plaques, quid de la sécurité? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas de base de données. C'est tout ce qui vous a amené justement à créer cette nouvelle plaque minéralogique et autres. Donc, on est en Côte d'Ivoire. Supposons que j'ai ma voiture, je fais un accident, mais je ne déclare pas que j'ai fait un accident. Comment est-ce que vous luttez contre ça? De sorte que désormais, avec cette nouvelle plaque-là, si je fais un accident, comment le processus se fait pour qu'on déclare cela, si le concerné ne le déclare pas? Alors, il y a un travail, c'est beaucoup de choses à la fois, qu'on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tout ça. Moi, j'ai proposé récemment au Conseil de ministres, donc c'est encore en discussion, donc un texte qui oblige tous les producteurs de données liés aux véhicules et aux chauffeurs d'aller vers une intégration de l'ensemble des données. Les assureurs, dans le cadre, donc, espèces. Que les assureurs, donc, soient les bases de données, d'abord qu'ils aient des bases de données. Qu'ils intègrent le système. Qu'ils aient peut-être même une base de données unique, qui s'intègre à la base de données de l'immatriculation et d'autres bases de données. C'est extrêmement important. Mais pour faire ça, il fallait que moi, j'ai une base de données que je n'avais pas. Enfin, j'ai une base de données des cartes grises, mais qui n'a rien à voir avec l'immatriculation. Vous pouvez avoir votre carte grise, mais quand vous n'avez jamais été immatriculé, parce que vous avez attendu 6 mois comme vous l'avez fait, mais bien évidemment, il y a des gens comme ça qui sont dans cette situation. Et puis, il y a beaucoup d'autres travers donc, dans le secteur qu'on essaie donc, de régler donc, au fur et à mesure. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de simplifier. Donc je vais vous prendre au mot. C'est simple, on a envie aujourd'hui de changer de plaque, comme Daouda et moi qui avons la plaque bleue. La nouvelle est fait jolie, elle a tous les avantages que vous avez évoqués. La question qu'un bon nombre d'Ivoiriens se pose, c'est tout ça, ça va nous coûter combien? Mais il n'y a aucun, je l'ai dit lors du lancement de la plaque, ça a été dit aussi après au Conseil des ministres,
le coût ne change pas. Au contraire, nous sommes en train de travailler pour baisser donc, le coût du processus d'immatriculation. Parce qu'il n'y a pas que la plaque. La plaque, c'est 17 500, c'est connu. Malgré toutes les innovations, la qualité des plaques et tout ceci qu'on apporte, on a tout fait pour maintenir donc, le coût des plaques. Donc, nous sommes en train de travailler avec d'autres opérateurs dans le processus d'immatriculation des véhicules pour baisser. Parce que mon rôle, c'est ça aussi, donc pour baisser un peu les coûts, parce qu'avec le travail que nous faisons, le nombre d'immatriculations va augmenter. Il faut que donc, l'économie, il y ait une économie d'échelle et que les gens payent moins. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « ça, c'est une nouvelle technique, une nouvelle entourloupe du gouvernement pour enfouir les caisses de l'État, cette affaire de plaques, on change et tout ça, alors qu'on aurait pu améliorer le système qui est déjà. Après, on n'est même pas sûr que ça va marcher, c'est un coup de poker. » Moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis là, ça fait 5 ans, qui n'a pas marché? Non, mais justement, sur ça, Monsieur le ministre, Beaucoup de choses n'ont pas marché. Non, mais au-delà de ce qui n'a pas marché. Je veux que vous me donnez des exemples. Monsieur le ministre, au-delà de ce qui marche ou n'a pas marché, vraiment, je pense que c'est pas ça. Est-ce qu'on n'est pas là face à une forme de, j'allais dire, de boulimie de réforme? C'est vrai, c'est bien que vous soyez énergique en termes de réforme. On se dit, une réforme qu'on finit pas de, j'allais dire, d'analyser, d'évaluer, on enchaîne une autre, sachant que, pour terminer sur la question, on a un vrai problème, c'est que quand on va finir d'immatriculer tout cela avec un système et qu'on va poser des plaques minéralogiques, la question du contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les moyens pour optimiser le contrôle. Donc finalement, est-ce qu'il ne fallait pas garder l'ancien système, mais commencer par avoir mieux de moyens pour contrôler? Vous ne reprochez rien à l'ancien système. Mais si, on reproche, mais on se dit, est-ce que c'est la bonne méthode de changer le système d'immatriculation et les plaques? Plutôt que d'améliorer. Oui, améliorer peut-être le système de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, l'Asaci, prenons-en l'exemple, quelqu'un qui dit qu'il il a une assurance dématérialisée, comment l'agent des forces de l'ordre s'assure que c'est un document qui est vrai, qui est bon, etc. Donc, enfin, il y a beaucoup comme ça. Ils sont censés avoir les terminaux, non, André? Bon, donc il y a tout ça. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on devait faire ces réformes, Monsieur le ministre? Alors, moi, je voudrais vraiment vous dire que on m'a confié une responsabilité avec mes collaborateurs. Je n'entends pas croiser les bras pour dire qu'on en fait trop. J'attends que ça donne des résultats. Tout ce que nous faisons est planifié et annoncé. Je vous l'ai dit sur l'immatriculation, Oui, j'en ai sûr. parlé il y a 5 ans. Depuis 2017. Et on y travaille. Ouais. Ça n'a pas été facile à faire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Des gens ont pensé que c'était des réactions, alors qu'en réalité, on a une équipe qui prend son temps, qui travaille, qui met des stratégies, qui met... Alors, la stratégie de sécurité routière, je pense que je suis venu vous la présenter ici. Bien sûr. Si vous la relisez, cette stratégie, vous verrez que la question de l'immatriculation des véhicules est une question importante, même en termes de sécurité routière. D'où vient qu'à chaque fois qu'un véhicule de transport, enfin, plusieurs cas, il faut un accident, le chauffeur, il disparaît. Parce qu'il n'a pas de permis, généralement. Il n'y a pas que le permis. Alors, donc sur le permis, on a fait des choses qu'on continue de faire. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai j'ai suspendu la frappe à froid des véhicules. Qu'est-ce qui explique que plusieurs véhicules différents Portent la même plaque d'immatriculation? d'immatriculation. Parce que des gens ont frappé dans des garages, dans les quartiers, donc des numéros de châssis qui correspondent à d'autres véhicules et qui vont tromper l'administration de l'immatriculation. Et vous vous retrouvez, attends, si cette administration n'a pas mis en place un système informatique pour éviter qu'il y ait des doublons, qu'est-ce que je fais moi pour verrouiller? Parce que moi je suis assis dans mon bureau, je ne suis pas dans tous les centres de gestion intégrés, je ne suis pas au guichet unique informatique, ce qui me permet moi d'évaluer le travail qui est fait, ce qui me permet de mettre des verrous, de faire des suivis. Aujourd'hui c'est simple, c'est le numérique. Il n'y a pas plusieurs choses. Dernière chose, on est dans un espace régional, on est dans un espace mondial, il y a des standards. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont payés tous les jours dans des organisations pour travailler à l'amélioration des standards qu'on se donne dans tous les secteurs. Il y a des standards internationaux.
ces standards, si vous voulez évoluer, mais ça ne sert à rien d'aller réinventer la roue. C'est ça. Ça ne sert absolument à rien. Les questions de... Faut pas, parce qu'en même temps, il ne faut pas qu'on joue à ça et qu'on se... Je n'ai pas envie aussi qu'on se fasse peur. Moi, quand avec la police, on recherche un véhicule parce que, ou une moto, parce qu'ils ont braqué quelqu'un. C'est ça aussi, il faut qu'on soit quand même un peu... C'est notre responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tout cas gouvernement. Mais vous ne pouvez pas retrouver la personne facilement. Parce que la personne n'est pas identifiée, son véhicule n'est pas identifié. C'est ça. Donc le véhicule automobile ou les motos sont aussi parfois et très souvent sont des moyens dont profitent donc certaines personnes pour faire des dégâts. Très bien, monsieur le ministre. C'est une réalité. On va lever ici un autre point, une autre question. Juste sur l'innovation, est-ce que vous avez un dialogue avec les syndicats de transporteurs, avec les associations d'usagers voilà. Est-ce que vous avez entamé une discussion avec ces organisations? Alors, il ne s'agit pas... Alors, enfin, moi, je vous explique une chose. Parce Je vous dis, les vous n'êtes pas transporteurs obligé... Ils sont très réactifs Oui, au changement. Écoutez, après, il y a l'État. Parce que c'est important aussi qu'il y ait une responsabilité. Quand il y a trop de gens qui meurent sur les routes, mais on regarde le ministre des Transports, on regarde le gouvernement. On ne regarde même pas parfois celui qui allait commettre l'accident, ou le propriétaire du véhicule, ou le mécanicien qui a réparé le véhicule. Monsieur le ministre, il y a trop d'accidents. OK. Alors, donc, moi, mon rôle, justement, c'est de faire en sorte que j'ai un secteur qui soit organisé, parce que tout le monde parle d'organisation donc du secteur des transports. Mais vous organisez le secteur des transports comment si vous n'allez pas à la professionnalisation? Vous allez à la professionnalisation comment si les véhicules qui sont utilisés pour transporter donc, nos parents, si ceux qui conduisent ces véhicules-là ne sont pas formés et que ces véhicules qui sont utilisés sont des véhicules qui n'existent nulle part dans nos bases de données? Comment vous voulez organiser tout ceci? Il faut... Moi, j'essaie d'aller vraiment sur les fondamentaux. J'essaie d'aller sur les fondamentaux. Il y a beaucoup de chantiers dans ce secteur. Alors, énormément de chantiers. oui, Mais il faut structurer sa démarche. très bien. Sur ce Pour y chantier-là, aller. qui sont les opérateurs? Parce qu'à l'origine, on sort du port, quand un véhicule arrive en Côte d'Ivoire, il rentre dans un système de guichet unique et il passe par l'immatriculation qui est effectuée par un opérateur qui appartient au bureau Veritas, SICTA, et puis après on arrive sur Maëlia. Comment ça va se passer maintenant? C'est les mêmes opérateurs? Y aura-t-il un nouvel opérateur? Comment on va mettre tout ça en place? Moi, je considère, et le gouvernement, que il y a des prérogatives de l'État. La base de données sur vos véhicules, C'est ça? sur vous-même, vos permis de conduire, ainsi de suite, la base de données appartient au gouvernement. On est d'accord. Et c'est le gouvernement qui a la responsabilité de ces données. Surtout que ce ne sont pas des données qui servent seulement à faire beau, on fait une plaque, on est content, on a une plaque, ou bon, vous pouvez avoir votre plaque dans les délais, ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin dans beaucoup de choses qui sont importantes. Moi, j'ai besoin de travailler avec d'autres administrations qui ont besoin de ces éléments, qui ont besoin de ces données. Et c'est extrêmement important. On vous vole votre voiture. André, on vous vole votre voiture. Oui. Et puis, voilà, on a la carte grise, on a un numéro d'immatriculation. Et puis, on se balade derrière un autre véhicule qui a le même numéro d'immatriculation que vous. Mais ils ont le temps d'envoyer votre voiture à l'extérieur du pays. Je pense que ce sont des réformes. Il ne faut pas... on ne fait rien pour embêter les gens. Donc la base de données va rester un outil qui appartient à l'État, on est d'accord. Mais toutes Ensuite- les données appartiennent à l'État. On est d'accord. Maintenant, La la base de pause. données, la base de données est une base de données qui est gérée par le bureau des immatriculations de véhicules. Très bien. Donc le BIVA, qui est un bureau du ministère des Transports, Très bien. qui est au guichet unique. Très bien. Je vous passe toutes les procédures, parce que peut-être on n'a pas le temps, mais toutes les procédures de dédouanement, ainsi de suite. C'est ça. Maintenant, la pause. Voilà. C'est ça. Une fois que
les collectes de dossiers sont faits au guichet unique. Ces dossiers sont traités de façon informatique, transmis pour une génération automatique des numéros d'immatriculation. Ce n'est pas un individu qui va dire, bon, toi, tu veux quel numéro, et puis qui va vous donner le numéro. Donc, c'est généré de façon automatique pour éviter qu'il y ait des doublons, pour éviter qu'il y ait de faux, qu'il y ait des traces et qu'on puisse donc constituer la base de données. C'est le bureau d'immatriculation des véhicules. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez, pour l'instant c'est à Abidjan, on est en train de travailler pour déployer rapidement Korogo, Bouaké dans des grandes villes. Vous pourrez à partir de la carte grise que vous détenez, faire poser même votre plaque d'immatriculation dans une station-service qui est connectée à la base de données. Donc on va libérer ou libéraliser. C'est libéraliser. C'est libéralisé déjà. Ah, on va libéraliser. C'est libéraliser. Et pour préparer ça, ouais. je voudrais vous dire, bon, on pourra vous envoyer une copie de ça, mais pour préparer ça, il y a eu en 2016, avant que je sois ministre des Transports, il y a une libéralisation de la visite technique. C'est ça. Couplée à la pose des plaques On est d'immatriculation. d'accord. En 2020, lorsqu'on a fait en 2021, adopté la stratégie de sécurité routière, ça n'est suivi aussi un deuxième texte qui est un arrêté que j'ai pris. Cet arrêté permet de donner des agréments et des franchises donc à plusieurs autres personnes qui pourront même avoir des bancs mobiles pour poser, à la seule condition pour que cela puisse se faire, à la seule condition que vous ayez des accès à la base de données. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Tengrela, qui a sa moto à Tengrela, s'il veut immatriculer sa moto donc à Tengrela, il n'a pas besoin de descendre donc sur Korogo, sur Bouaké, ainsi de suite. C'est très bien, monsieur le ministre. Justement, vous évoquez la question des motos. Sur cette question, on a un point. C'est les motos. Ouais, allez-y. Les motos, ça m'inquiète. Pourquoi? Quand je vais toucher aux motos, vous allez vous lever encore pour dire qu'il en fait trop. Non, monsieur le ministre, mais quel est votre point sur les motos? Mon point, justement, c'est le suivant. C'est que les motos, ils nous aident, ils nous livrent à manger, ils transportent des marchandises. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre des no-go zones à Abidjan quand on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible. Chaque jour, il y a des accidents avec les motocyclistes sur la route, d'autant plus qu'il n'y a pas de voies cyclables. Qu'est-ce que votre département fait à ce point? Je reviendrai quand on va annoncer toutes les dispositions concernant les motos. J'espère que vous n'allez pas me dire que j'en fais trop. Non. Je reviendrai avec ça. Je voudrais indiquer que dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, je voudrais vraiment vous demander peut-être de parcourir encore ce document. Sur Abidjan, dans un premier temps, il y a un plan de circulation des motos qui a été adopté. Il y a un arrêté interministériel qui a été signé. Intérieur, ministère des Transports, ainsi de suite, qui a été signé. Il a été demandé donc, à un collègue qui est en charge donc, de la signalisation, donc le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, en train de mobiliser des ressources parce qu'il faut matérialiser. Absolument. Le plan existe sur papier, mais il faut qu'il y ait des panneaux pour dire que là, on ne passe pas à moto, ainsi de suite. Donc, c'est des décisions qui sont prises. Ça fait partie des décisions qui sont annoncées dans les différents conseils. Donc, ça va venir, monsieur le ministre. Ça va venir. Mais est-ce chez vous-même à Bouaké? Pour ne pas dire chez nous à Bouaké. Parce que je viens de Qu'est-ce qu'il y a à Bouaké? Oui. Justement, je viens de Bouaké. À Bouaké, j'aime Bouaké, j'adore Bouaké, mais je ne peux pas rouler à Bouaké. Malgré toutes les mesures, la batterie des mesures que vous avez prises, mais on assiste à des rodéos à Bouaké. Les gens ne portent pratiquement pas de casques. Qu'est-ce que vous faites chez vous à Bouaké? Chez nous à Bouaké. Est-ce que c'est du ressort du ministère des Transports, du ministère de la Sécurité? Oui, mais il est élu local déjà à Bouaké. Non, mais Alors, sécurité routière. non. Question, oui, non. Sur ces questions, comment je vous dis, je suis conscient, soit à Bouaké, de plus en plus à Abidjan. Moi, quand je passe sur le VGE à 18h, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Dans plusieurs autres grandes villes. C'est ça. Bon, je considère que chaque territoire, il y a un traitement des problèmes qui sont les mêmes sur chaque territoire en fonction des raisons pour lesquelles le problème s'est créé. Abidjan, quand ils ont démarré ici, André, moi je pourrais, prenez vos archives. En 2019, j'ai décidé de l'interdiction des motos-taxis à Abidjan. On m'est tombé dessus, tout le monde. Oh, mais lui, bon, il est contre les pauvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, OK.
Je dis les tricycles, pas question que les tricycles là qu'on voit là, donc pas sur toutes les voies. Vous savez, il faut pas qu'on... Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Quand un gouvernement investit énormément, comme on le fait depuis quelques années dans le transport public, quand on le fait, comme on le fait dans les infrastructures routières, qu'est-ce qu'on veut à la fin? On me dit, bon, c'est des livreurs. OK, ça crée des emplois, c'est des livreurs. Ça doit être organisé. Absolument. Ça doit être organisé. Dans le cas de la nouvelle immatriculation, parce que pour que vous sachiez aussi que dans le secteur même du transport de passagers, il y a beaucoup de conflits. On a assisté aux conflits entre les taxis et les VTC. Mais dans le cas de la nouvelle, ça fait partie des décisions que nous avons inspirées dans le cadre donc, du décret sur les VTC et des décisions donc, sur les livreurs et autres. La plaque d'immatriculation des véhicules autorisés à faire du transport, il y a un signe dessus. Il est autorisé à faire du VTC. C'est ça. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais c'est déjà rentré en vigueur, est-ce qu'on les voit mettre Ah mais si, ils ont commencé à les poser. Ils ont commencé. Il y a un éléphant dessus. L'éléphant, il est rouge. Pour les véhicules autorisés à faire du VTC, pour les motos. Parce que le plan de circulation qu'on a mis en place, ce plan de circulation permet aux livreurs de travailler sur tous les axes, à condition qu'ils aient été identifiés. Parce que c'est comme ça a commencé à Boaké, c'est comme ça a commencé un peu partout. Vous avez des libertés, parce que c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la moto. J'adore la moto. Si vous avez déjà fait de la moto... Mais sur ça, peut-être le temps que vous cherchez, normalement, l'ARTCI, qui aussi travaille sur les bases de données donc, numériques, est censé donner une autorisation. Donc en fait, en réalité, pour moi, on ne va pas accuser d'autres services de l'État, mais il y a là un problème. Vous vous occupez de leur circulation, mais il se trouve qu'ils sont censés être immatriculés dans le cadre d'un service postal, etc., par l'ARTCI. Qu'en est-il? Parce que c'est de tout ça aussi qu'il faut parler. Mais c'est ceux qui sont autorisés qui auront, moi, la plaque qui leur permet. Donc, je ne veux pas donner la plaque à quelqu'un parce que bon, il décide que lui va faire ça. Donc, si vous êtes autorisé, il n'y a aucun problème. Enfin, autorisé pas les propriétaires de ces motos, c'est les structures qui sont créées pour faire de la livraison, donc de petits colis qui doivent avoir des autorisations. C'est ça. Donc ces structures, nous déposerons la liste donc, de leurs motos, de leurs engins, et ils vont bénéficier donc, de ces plaques-là. Monsieur le ministre, dernière question. Non, pas du tout. Sur La Boaké. planète. Non, pas du tout. Non, je termine rapidement sur Boaké. Alors, sur Boaké, Oui. vous savez, dans le transport est très structuré. D'accord. On n'a pas fait les investissements, on paye cash. On est en train de les faire maintenant, c'est tout. Si vous ne faites pas les investissements, vous payez cash. Si les villes se développent plus vite que les infrastructures, plus vite que les investissements dans le transport collectif, vous payez cash parce que les gens doivent parcourir le dernier kilomètre. Ils parcourent le dernier kilomètre comment? Si le bus ne peut pas rentrer dans les quartiers, comment ils parcourent? Avec des villes qui se sont étendues. Vous connaissez bien Boaké. Regardez comment cette ville s'est étendue. Il y a seulement 2 ans qu'on a pu y envoyer des bus, mais qui ne vont pas encore dans les quartiers, mais à une ville qui s'est considérablement étendue. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire. Il ne faut pas non plus tomber sur les gens et les pénaliser, parce qu'ils se déplacent comment? Très bien. Ça fait quand même longtemps qu'on subit ça. Monsieur le ministre, Oui, mais bon, en fait. merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je vais peut-être prendre rendez-vous avec vous pour un autre moment sur le talk, parce qu'on a beaucoup de sujets, vous l'avez compris, en votre compagnie. Merci André, merci Alain, merci Daouda, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent notamment pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci. Merci, monsieur le ministre.